Bien le bonjour tout le monde. Alors oui, j'ai une dette. Il y a plus de 3 ans, j'avais fait une vidéo sur les reference tracks et j'avais dit ça. Maintenant, un autre sujet que j'aimerais aborder, c'est la ghost production et le ghostwriting. Mais ça, on en parlera une autre fois. Et je pensais pouvoir sortir cette vidéo avant, mais les contretemps, tu connais. Mais rassurez-vous, l'heure est venue de se pencher sur le mystère de ces auteurs de l'ombre, qui sont souvent à l'origine de hits mondialement connus. Alors pourquoi des artistes font appel à eux? Pourquoi le ghostwriting est si mal vu dans le rap? On va voir ça tous ensemble et tenter de répondre à ces questions. C'est parti. Alors, avant tout, pour bien comprendre le principe d'un ghostwriter, il faut savoir ce que ça signifie et d'où ça vient. Ghostwriter signifie écrivain fantôme. C'est tout simplement un statut que l'on attribue à un auteur qui écrit pour d'autres artistes. On utilise le terme fantôme car on est censé ne jamais connaître son activité et encore moins son identité. Alors, je peux pas vous dire quand c'est que ça a apparu très précisément. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça existe depuis très longtemps. De Mozart à Andy Warhol en passant par Alexandre Dumas, Michael Jackson, à travers les époques, beaucoup d'artistes ont un lien avec le ghostwriting. Certains d'entre eux créditent ces auteurs de l'ombre sur les œuvres, mais le vrai ghostwriter, c'est celui dont personne ne doit connaître le nom, qui n'apparaît nulle part, et dans le milieu de la musique, c'est une pratique assez fréquente au final. Mais alors pourquoi ne pas les mettre en avant, et qu'est-ce qui empêche de créditer ces auteurs? Tout part des maisons de disques ou des labels. Plus l'artiste est grand, et plus les enjeux le sont aussi. Les labels sont là pour accompagner les artistes dans leur démarche artistique pour produire un ou plusieurs projets, dans le but de faire de l'argent. Très clairement, on va pas se mentir, l'argent c'est vachement pratique pour tout. Et pour ça, les labels signent tout un tas de personnes pour participer à optimiser une création. Des producteurs, des managers, des top liners, mais aussi des artistes plus ou moins connus, avec certaines compétences pour les mélodies ou pour l'écriture. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui intéresse le plus les labels, c'est les gros artistes, parce qu'ils sont susceptibles de ramener de l'argent. Voilà. Tout l'intérêt est là, n'oublions pas que ce sont des sociétés. C'est pourquoi, une fois qu'ils ont employé toutes ces personnes, ils mettent à disposition leur talent en proposant leur travail à des artistes souvent plus connus. Aujourd'hui, pour l'industrie de la musique, être un artiste complet, c'est savoir écrire, avoir une belle voix, avoir une prestance, bref, ils cherchent la perfection, mais ce genre de profil est bien trop rare. Pour bien comprendre tout ça, il est important de dissocier l'auteur, celui qui écrit les textes, de l'interprète, celui qui les retranscrit en musique. Retranscrit? Il est retranscrit? J'ai pu parler, moi. Et oui, désolé de vous l'apprendre, mais tout le monde ne peut pas être un bon interprète et un bon auteur. Et ça, les majors l'ont bien compris. C'est pourquoi ils vont acheter les droits d'auteur aux artistes qui ont ce talent pour l'écriture, dans le but de les proposer aux interprètes. Et une fois que ces droits ont été achetés, l'auteur initial du texte n'est plus le propriétaire de son œuvre. Et c'est là que le label ou l'interprète ont tous les droits dessus. Est-ce que vous arrivez à suivre? C'est plutôt simple. Yes! Le magazine Forbes a pu interviewer quelques ghostwriters pour leur demander combien leur travail pouvait rapporter. Il s'avère que le prix de rachat des droits d'un texte varie entre quelques milliers et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, ça peut paraître énorme pour 2 couplets et 3 refrains, mais imaginons que ce morceau devienne un hit, c'est des sommes qui deviennent vite dérisoires comparées à un pourcentage de droits d'auteur. Mais bon, ça, c'est le jeu. Si tu joues à ce jeu-là, tu prends aussi ce risque. Rihanna, Elton John, Beyoncé, Frank Sinatra, Elvis Presley, Britney Spears, des tas d'artistes ont eu recours à des ghostwriters. Et des chansons emblématiques sont nées de leur collaboration. Dans la pop ou même dans le rock, l'utilisation de ghostwriters est totalement acceptée par le public. Leurs auditeurs s'en moquent de qui a écrit les paroles tant que la musique est bonne. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est pas vraiment le cas pour tous les styles musicaux. Le ghostwriting reste très mal vu dans un genre très populaire aujourd'hui, que ce soit par les auditeurs ou par les artistes, c'est le rap. Revenons à la base. À l'époque où ça toastait fort dans les rues de New York, qu'est-ce qui a différencié le rap des autres genres musicaux dans les années 80? Les prods? Pas vraiment. Quand on voit que les premiers succès de rap reprennent des prods de funk ou de disco, non. Ce qui caractérise le rap, c'est la façon dont les MC posent leurs textes. Même si au début les textes n'étaient pas très recherchés et qu'on tournait en rond sur les sujets, c'est bien la qualité de l'écriture qui va permettre au rap de se développer dans les années 90. Et c'est ça qui va être appelé l'âge d'or du rap. L'écriture devient donc essentielle et fait la signature de ce genre. Les textes deviennent engagés, bourrés de revendications ou de remises en question sur la société. De nombreux artistes vont se démarquer par la qualité de leurs textes, Public Enemy, Mobb Deep, KRS-One, impossible de citer tout le monde. En France, on a le droit à la même chose avec IAM, NTM, Ministère Amer, Assassin, MC Solar, bref, pareil, il y en a vraiment beaucoup. Tous ces lyricistes ont ancré la valeur du texte dans le rap et inconsciemment l'ont retransmis à toutes les générations d'après. Imaginez maintenant que ces rappeurs connus pour la qualité de leurs textes aient eu recours à des ghostwriters. Voilà, ça fait chier parce que t'as l'impression que presque on t'a menti. Et le rap a bien grandi depuis et est devenu de plus en plus populaire. En 2015, Meek Mill et Drake ont collaboré ensemble sur Rico. Et suite à des tensions entre les deux artistes, Meek Mill a balancé que Drake a eu recours à un ghostwriter du nom de Quentin Miller lors de leur collaboration.
Les médias, on en fait des articles de partout. Des artistes prennent position sur l'affaire, etc. Ça a foutu la merde. Les auditeurs de Drake ont été déçus et ont remis en cause sa légitimité dans ce jeu. Pour Quentin Miller, cette histoire a complètement ruiné sa carrière. Plus personne dans l'industrie ne voulait être rattaché à son nom. Il a même été agressé physiquement par l'équipe de Meek Mill dans un magasin de Los Angeles. Wait, Quentin Miller got beat up? Yeah, the ACL about that shit. They beat Quentin Miller up in Foot Locker or some shit. Yeah, it's true. Et de base, Quentin Miller, c'est juste un boulanger, voilà, passionné par la musique, qui a juste un talent d'écriture. Quand Drake est venu vers lui pour en faire son ghostwriter, il a dû s'imaginer qu'il allait enfin pouvoir vivre de sa musique, et c'est pas grave si ça doit être dans l'ombre de quelqu'un. L'objectif, c'est de vivre de sa passion. Au final, ce rêve n'a duré qu'un temps. Aujourd'hui, il continue à faire de la musique, mais sa réputation en a pris un sacré coup. Souvenez-vous qu'un ghostwriter doit rester absolument dans l'ombre. Et quand on voit les proportions qu'ont pris cette histoire, on comprend mieux pourquoi les labels cherchent encore à les cacher. Plein de gens ont découvert le ghostwriting suite à cette affaire. Mais la vérité, c'est que cette histoire est loin d'être un cas isolé dans le rap. Avant ça, des dizaines de rappeurs ont déjà eu recours à des ghostwriters. Kanye West, Dr. Dre, Eazy-E, Birdman, P. Diddy, et sûrement plein d'autres que l'on ignore aujourd'hui, vu que tout se passe en secret. Et c'est un secret bien gardé. D'ailleurs, en parlant de P. Diddy, un de ses ghostwriters, qui s'appelle Skills, s'est plaint de n'avoir jamais été payé par l'artiste. Vu que c'est une pratique qui se veut être discrète, et bah malheureusement, ce genre de problème peut arriver. Skills a sorti un son nommé Ghostwriter, où justement il règle ses comptes avec les artistes qui se sont accaparés son travail sans jamais l'avoir payé pour ça. Et Diddy se prend forcément une face dans la gueule, parce que bah c'était prévisible en vrai. Mais ce mec-là, c'est pas le seul à avoir subi ce genre de vol. Par exemple, on a Grandmaster Caz, à qui Sugar Hill Gang aurait volé ses paroles pour en faire le son Rapper's Delight, qui n'est autre que le premier succès commercial du rap. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. Et quand tu vois que c'est ce morceau qui est à l'origine de presque tout, bah ça fait te remettre en question. And basically, I wrote everything Hank said on Rapper's Delight. All right? I'm the CASN OVA, that's my name, Casanova Fly. Évidemment, on parle pas des dizaines, voire des centaines d'autres artistes qui ne se sont jamais exprimés par rapport à ça et qui ont perdu toute estime et confiance en leur travail. Du coup, forcément, quand on entend toutes ces histoires, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de côté positif au ghostwriting dans le rap. Parce que c'est tout simplement vu comme une sorte de trahison pour les auditeurs, de par déjà le manque de sincérité et d'intégrité qui a donné au rap ses lettres de noblesse. Pourtant, la BBC rapporte que 40% de la production mondiale de rap serait issue du ghostwriting. Bon, alors je sais pas vraiment trop comment ils ont fait leur enquête, parce que 40% ça paraît énorme. Mais dans le doute, en tout cas ça nous fait dire à quel point cette pratique est finalement plus répandue qu'on ne le croit. Surtout, ça laisse penser que les labels ne se soucient plus de l'authenticité de l'art qu'est le rap. C'est juste devenu un moyen commercial, et ça fait du tort aux origines de cette culture. Eminem s'est exprimé sur l'affaire Drake-Quentin Miller, et pour lui c'est inenvisageable d'utiliser des ghostwriters. I don't do it, never have, and never will. If I ever need a ghostwriter, I need to just fucking put the mic down. You know what I'm saying? Je trouve que cet extrait caractérise bien le pont générationnel, l'ancienne école, qui pour eux c'est une question d'éthique, où ils préféraient presque ne pas rapper, arrêter leur carrière, qu'avoir recours à un ghostwriter. Dorénavant, maintenant, même entre artistes, il y a une espèce de sorte de paranoïa parce qu'on sait vraiment plus qui écrit son texte. Nas, qui est un des rappeurs les plus influents de New York, a été soupçonné par les auditeurs de rap d'avoir eu recours à des ghostwriters. Ce qu'il a clairement démenti à plusieurs reprises, et même les artistes qui ont collaboré avec lui ont attesté son véritable talent pour l'écriture. Mais cette paranoïa ne touche pas que les auditeurs. Comme je vous le disais, des fois c'est d'artiste à artiste. Lors d'une session studio avec Kendrick Lamar, Eminem a souhaité s'isoler avec lui, juste pour s'assurer qu'il était bien l'auteur de ses textes. C'est dire à quel point il y a des doutes qui viennent de partout, tout le temps et sur tout le monde. Et ça a beau être Kendrick Lamar, bah c'est vrai, en fait, qu'est-ce que t'en sais? Alors malgré tout ça, il y a quand même plein de points positifs au ghostwriting. Alors oui, après tout ce qu'on a vu là, c'est pas évident de se projeter, mais avant de parler des points positifs, on va sortir un peu du rap pour parler d'une pratique un peu similaire, tout aussi sombre. Laissez-moi ouvrir le chapitre. Pour faire bref, le ghost producing, ce sont des producteurs beatmakers fantômes. C'est donc la même chose que pour le ghostwriting, mais cette fois-ci c'est axé sur les instrumentales et les mélodies. Aujourd'hui, ça paraît évident que la personne qui a créé la prod d'une musique soit mentionnée dans les crédits de celle-ci, et donc touche des droits d'auteur. Mais en réalité, c'est pas tout le temps le cas. Il existe tout un tas de ghost producers au sein des grands labels qui se font acheter leurs compositions pour ensuite être utilisées par d'autres artistes, et qui sont libres de les créditer ou pas. Et cette pratique est très étendue dans le milieu de l'électro. Tout un tas de DJ hyper connus, aujourd'hui, doivent certains de leurs plus gros succès à des ghost producers bien planqués dans l'ombre. Il y a même des DJ qui créent la patte, la signature musicale de certains artistes, qui s'en serviront pour le reste de leur carrière. Alors, ça peut paraître irréel, vu que sur ce genre de musique, c'est l'instrumental qui fait le taf en fait. Et pourtant, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est monnaie courante. C'est même plus qu'on ne le croit.
David Guetta a de nombreuses fois fait appel à Giorgio Twin4 par exemple, pour Ghost Produce des musiques. Shut Me Down, Titanium, She Wolf, tout un tas de hits que l'on pense provenir de David Guetta sont en fait issus d'un autre artiste. Et ça, c'est la même chose pour Major Lazer, Steve Aoki, Dimitri Vegas, Hardwell, la liste est longue. Par exemple, prenons quelqu'un comme Martin Garrix. Il s'est fait repérer par Spinning Records car il était ghost producer de base et qu'il proposait ses services au label. Et en proposant ses services, comme ça, il a fait 2-3 sons qui sont devenus des hits mondialement connus, pour d'autres artistes, donc du coup, on ne sait pas vraiment lesquels. Ceci étant dit, ça a quand même prouvé qu'il avait un certain talent dans la production, il savait faire de la musique. Et bah du coup, le label s'est intéressé à ce petit gars qui a fait quand même 2-3 hits en se disant « Attends, mais il est bon celui-là ». Il a fait un petit rendez-vous, il a fait écouter des trucs qui traînaient dans son ordi, et ils ont décidé de le signer. Du coup, il a sorti ça en premier morceau sous son nom de scène, Martin Garrix. La morale c'est quoi? C'est que s'il avait jamais produit dans l'ombre de certains autres DJ, peut-être qu'on l'aurait jamais calculé. C'est la loi de la jungle de l'industrie. Il a continué à produire dans l'ombre, même après avoir percé, pour Avicii par exemple, et c'est le roulement normal de l'industrie. Faut juste être conscient que ça a beau être du divertissement, tout est parfaitement huilé pour que tout soit plus beau que la réalité. On veut rêver, on veut des histoires à succès, parce que ça, c'est super vendeur. La morale de merde. On est tous influençables, et vous faites tous baiser, mais c'est ça la beauté du truc. Dites-vous quelque part que la musique c'est un sport collectif, et tu soutiens un club, et généralement il y a un représentant de ce club, mais il y a toute une équipe quoi. Il existe même des sites qui permettent d'acheter des prods à des ghost producers ou même des textes à des ghostwriters. Demain, n'importe qui, même toi, tu peux acheter une prod à un ghost producer et t'en servir pour devenir une star de l'électro, de la house ou peu importe, sans jamais que t'aies composé une seule musique de ta vie. Alors oui, c'est une dinguerie, c'est des choses qui se font, qui sont plus banales qu'on ne le croit, et comme dirait P. Diddy, je ne signe pas des instrumentales, je signe des chèques. Alors oui, peut-être qu'après tout ça, vous n'allez plus avoir confiance en vos artistes préférés, et c'est légitime, c'est normal, mais comme je vous disais tout à l'heure, on va quand même parler des points positifs parce qu'il y en a. Être ghostwriter, par définition, c'est avant tout être un artiste. C'est un vrai travail de sacrifice au final. Il arrive que certains auteurs finissent par collaborer avec les artistes qui utilisent leur travail et du coup permettent de leur donner de la visibilité. C'était le cas pour PartyNextDoor qui signe chez OVO Sound en 2013 et qui va participer à la création de quelques musiques pour Drake dans Nothing Was a Fame et If You're Reading This, It's Too Late. Et avec ces collaborations, sa crédibilité au sein de l'industrie va faire qu'augmenter. En 2016, il va proposer à Rihanna un son qu'il a créé et il espère que Riri l'intègre dans son prochain album. Et ce son, c'est juste Work, qui deviendra un énorme tube. Surtout qu'il va apparaître dans les crédits et donc sortir de son rôle de ghostwriter. Parce qu'en fait, je vous rappelle, un artiste a le choix, soit il crédite le ghostwriter et à ce moment-là, il est auteur, soit il reste dans l'ombre. Mais je vous rappelle que l'artiste a le choix et n'est pas obligé. Et à partir de là, la carrière de PartyNextDoor prend une dimension totalement différente. Il se fait connaître par le grand public et devient un des artistes les plus influents du R&B. Autre exemple, Tyler the Creator a lui aussi ghostwrité des sons pour différents artistes pop. Un jour, il est là, il écrit un son bien sympa, etc., qu'il a envie de proposer à des artistes pop. Il propose à Bieber, il lui dit non, pas mon truc. Il propose à Rihanna, pas mon truc. C'est Tyler, hein. À la fin, il se dit, tu sais quoi, personne n'en veut, je le prends pour moi. Et ce son n'est autre que Earthquake. Et à ce jour, c'est l'un des plus grands succès de Tyler. Comme quoi, le hasard fait aussi bien les choses. Alors, on pourrait reparler de Martin Garrix parce que c'est ultra positif en fait. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'une fois qu'il avait atteint une certaine popularité, il a lui-même utilisé des ghost producers pour publier des musiques en son nom. Et l'histoire est drôle parce que c'est un ghost producer de base qui finit par engager d'autres ghost producers sous son nom. Une sorte de karma, un truc positif. Quand on y pense, c'est un truc de fou, mais ça prouve aussi que l'industrie, c'est une boucle bien huilée et qu'on en a quand même besoin. À l'inverse, quelqu'un comme Jay-Z qui a écrit tout un tas de morceaux pour Dre et d'autres artistes rap et R&B, aujourd'hui, et même avec l'immense carrière qu'il possède, il continue d'être un ghostwriter pour d'autres artistes. Bon, après, si vous voulez un son écrit par Jay-Z, c'est possible, mais il faut un peu plus que quelques milliers d'euros à mon avis. Voilà, va falloir raquer, mais c'est possible, ça se fait, et c'est normal. Ce qu'on peut dire de tout ça, c'est qu'il y a certes du négatif, mais que parfois, ça permet de révéler au grand jour certains talents et de faire vivre des artistes très doués qui n'ont pas, de base, la reconnaissance du public. Et non, tout n'est pas noir ou blanc, il y a des nuances. Il est maintenant temps d'attaquer le dernier chapitre de cette vidéo avec une question toute simple.
Est-ce qu'un artiste qui utilise des ghostwriters ou des ghost producers est vraiment un artiste? Je trouve cette question pertinente et en même temps pas facile à répondre de manière objective. Personnellement, j'ai l'impression qu'être un artiste dans l'industrie musicale aujourd'hui, ce n'est pas seulement avoir des bons textes, savoir bien chanter, avoir une bonne prestance, etc. C'est aussi être une marque et une vitrine. Par conséquent, plus la marque devient populaire et plus il y a de l'attente derrière, que ce soit pour de l'innovation ou même pour garder les mêmes valeurs qu'au début. Du coup, je comprends pourquoi il y a tant d'artistes qui travaillent avec une équipe pour permettre d'enrichir leur productivité ou bien la qualité de leur projet. Si on prend l'exemple de Kanye West, je sais pas si vous êtes déjà baladé sur les crédits de ses projets, mais il y a tellement de gens qui sont crédités, il y a tellement de gens qui passent sur un morceau, que ce soit texte, prod, tout ce que tu veux, ils sont 8 milliards. C'est juste une folie, le nombre de personnes qui travaillent dessus, que ce soit pour l'écriture, les prods, les top lines, la DA. Aujourd'hui, Kanye, c'est beaucoup plus un chef d'orchestre qu'un artiste comme on peut l'imaginer. Il est un peu la vitrine d'un gros projet collectif. Alors, je sais pas si Kanye c'était le meilleur exemple, parce que pour le coup, il n'y a pas plus d'artistes selon moi, là après goût personnel. Si on veut parler du contraire, certains artistes comme Lupe Fiasco ont catégoriquement refusé les propositions de son label pour qu'il utilise des ghostwriters, quitte à s'embrouiller avec eux s'il le fallait. En bref, l'éthique, c'est une valeur propre à soi-même. Et chacun fait ce qu'il veut en soi. Et il y a un point important aussi qu'il faut pas négliger, c'est qu'il est arrivé que certains ghostwriters ou ghost producers soient mis au devant de la scène et qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas faits pour ça. Parce que, arrêtons, n'oublions pas une chose, il y a des gens pour qui la célébrité, ça leur va pas et c'est pas fait pour eux. C'est même pas grave. Avicii en est sûrement l'exemple le plus parlant. Il s'est fait connaître en tant que ghost producer, puis il est devenu ultra populaire en tant que DJ. Tout ça tout en continuant de produire d'énormes hits pour David Guetta, Madonna, Coldplay. Cette popularité l'a mené à se produire sur toutes les scènes du monde, mais a fini par le dégoûter de ce rôle de star et de l'éloigner de la production musicale qui était sa réelle passion de base. Alors lui, qui selon ses proches avait une personnalité introvertie, il a très mal vécu cette forte popularité et malheureusement ça a conduit à une forte dépression dont il n'a jamais pu se défaire. Peut-être que s'il avait continué à produire de la musique pour les autres, comme ce qu'il faisait au début en étant crédité ou en étant ghost producer, cette triste fin ne serait peut-être pas arrivée. Mais oui, c'est important de le rappeler, tout le monde n'est pas fait pour être un artiste mondialement connu, surtout avec toute la pression et les sacrifices que ça engendre. Le génie musical, c'est pas lié à la popularité, aux ventes, aux streams, ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a juste plein de façons de vivre de la musique. Alors que ce soit en étant auteur, ghostwriter, producteur, ghost producer, ce que tu veux, top liner, machin, c'est juste des gens qui vivent de leur passion. Et si t'arrives à en vivre et que ce métier existe, il y a juste pas de souci en fait. Et je pense pas qu'au fond ce soit un réel problème, au contraire. Ce qui pose problème selon moi, et que nous, auditeurs, avons du mal à digérer, c'est de s'approprier le travail d'un autre. Ce qui crée un manque de sincérité et d'authenticité. Comment ne pas se sentir trahi quand on s'identifie aux paroles d'un artiste qui n'a même pas écrit son texte? Forcément, ça crée de la déception. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'industrie de la musique se tourne définitivement vers ces pratiques et que ça va devenir la norme d'ici quelques années. D'ailleurs, le ghostwriting ne touche pas que le milieu de la musique, que ce soit pour les autobiographies, les vannes d'humoristes, les discours politiques. Vous croyez que Macron, il passe son temps à écrire son truc? Non. Beaucoup de gens l'utilisent, et ce depuis très longtemps. Il m'arrive même, moi, d'avoir recours à des ghostwriters pour mes vidéos. Et par exemple, si je veux le faire passer de ghostwriter à auteur, eh bien j'ai juste à dire « Merci Macari d'avoir écrit cette vidéo avec moi ». Voilà, là, il n'y a plus de ghostwriting. Vous avez compris le principe, c'est aussi simple que ça. En tout cas, je vous laisse réfléchir à tout ça et en discuter entre vous. On arrive à la fin de cette vidéo, moi j'aurais juste une dernière question pour vous. Imaginons demain, vous apprenez que votre chanteur ou rappeur préféré utilise des ghostwriters. Comment est-ce que vous le prendriez? Bien? Mal? Est-ce que vous vous en foutrez? Je serais curieux de lire vos avis sur ce si grand débat. Sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Pensez à vous abonner si ça vous a plu, un petit com, un petit like, un petit quelque chose. Et moi je vous fais un bisou, je vous dis à demain.